19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. La Tunisie annonce la mise en place de mesures en faveur des étudiants et migrants originaires d'Afrique, des mesures destinées à faciliter les procédures de régularisation de leur situation. Le temps presse en Libye. Le chef du gouvernement d'Union nationale, Abdelhamid Dbeiba, insiste sur la nécessité d'aller vers des élections. Au moins 12 civils tués dans une attaque terroriste au nord du Burkina Faso. Un couvre-feu a déjà été décrété dans toute la région nord du pays. Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA se réunit à Vienne au moment où l'Iran annonce la mise en service de caméras de surveillance sur plusieurs sites nucléaires et l'augmentation de la fréquence d'inspection. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Tout d'abord, cette audience accordée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune à la sous-secrétaire d'État américaine au contrôle des armements et à la sécurité internationale, Bonnie Denise Jenkins. La rencontre s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef, et du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires en lien avec la défense et la sécurité, Boumediene Benatou, du côté algérien, et de l'ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elisabeth Moore-Aubin, du côté américain. Auparavant, le président Tebboune avait reçu le cheikh de la tariqa Tijaniya au Nigeria, cheikh Tahar Othman Bauchi. C'était en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef, et du chargé de mission auprès de la présidence de la République, Hassouni Mohamed. Et du nouveau pour les étudiants et migrants originaires d'Afrique installés en Tunisie. Le pays annonce des mesures destinées à leur faciliter les procédures de régularisation de leur situation. Les autorités tunisiennes ont en premier lieu décidé de délivrer des cartes de séjour d'1 an aux étudiants ressortissants des pays frères africains pour faciliter leur séjour, mais également leur permettre de renouveler périodiquement leurs documents. Les détails, Sofiane Baroudi. Tunis réaffirme avec vigueur la fierté de son appartenance à la grande civilisation africaine, illustrée par une histoire millénaire, ainsi que par l'engagement de la Tunisie dans la défense de la cause de la libération africaine, via notamment son implication dans la construction des organisations continentales, que sont l'Organisation pour l'unité africaine d'abord et l'Union africaine par la suite. Dans un communiqué publié par la présidence de la République, la Tunisie a réitéré sa condamnation de toutes les formes de discrimination, ainsi que des pratiques telles le trafic humain, qualifiées de phénomènes honteux et abjects. Tunis exprime également son implication historique via les lois en vigueur et les pratiques de son peuple au respect du droit d'asile et à la protection des ressortissants étrangers. Dans ce sillage et en vertu de sa foi dans la force et la profondeur de ses relations africaines, une série de mesures visant à faciliter les procédures concernant les résidents étrangers sur le sol tunisien ont été annoncées. Elles ont pour objectif principal d'organiser les aspects relatifs à la situation des émigrés résidant en Tunisie, prévoyant notamment la remise de cartes de séjour d'1 an aux étudiants des pays africains frères, dans le but de faciliter leur séjour sur le sol tunisien et de leur permettre de renouveler leurs papiers dans des délais appropriés. Le prolongement du récépissé de la demande de séjour de 3 mois à 6 mois. L'exonération des ressortissants africains du paiement des amendes de retard dues aux personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée dans le cadre du retour volontaire. La facilitation des départs volontaires pour ceux qui le souhaitent dans un cadre organisé et en coordination préalable avec les ambassades et missions diplomatiques des pays africains en Tunisie. L'optimisation de l'assistance sociale, sanitaire et psychologique nécessaire à tous les migrants et réfugiés des pays africains frères à travers le Croissant Rouge tunisien et ses différents partenaires dans l'action humanitaire. L'État tunisien rappelle également son attachement à la lutte contre toutes les formes de discrimination et de racisme, telles que conférées par la loi tunisienne, condamnant la ségrégation et le discours de haine promulgué depuis 2018. Celle-ci servira de base aux poursuites juridiques relatives à toutes les formes d'agression à caractère xénophobe, conférant ainsi une protection légale aux ressortissants étrangers victimes de ce type d'actes, quelle que puisse être leur situation.
L'Algérie, premier fournisseur de gaz naturel de l'Italie, le pays augmente ses capacités d'exportation à 37% en 2022. En termes d'engrais, les exportations algériennes vers les pays de l'Union européenne ont augmenté de plus de 60%, plaçant ainsi l'Algérie au troisième rang des fournisseurs d'engrais au vieux continent. Mohamed Ali Ben Chaban. L'Algérie renforce davantage sa position en Europe et acquiert une part importante des exportations d'énergie en une année seulement vers le vieux continent. Elle occupe aujourd'hui la première place du fournisseur de gaz naturel fiable de l'Italie après avoir élargi ses exportations à plus de 37% des besoins en 2022 contre près de 31% en 2021. Les exportations algériennes des engrais vers le vieux continent au cours des 10 premiers mois de 2022 ont enregistré une augmentation de 61% avec 1,019 million de tonnes, en devenant troisième fournisseur d'engrais de l'Europe, devancé par la Russie, premier exportateur avec un volume de 3,052 millions de tonnes, enregistrant une baisse de 14%. L'Égypte, un fournisseur crédible avec 1,094 million de tonnes, soit une augmentation de 22% pendant les 10 premiers mois de 2022. L'Algérie continue de jouir d'une place particulière en Italie. Les exportations d'engrais ont augmenté de plus de 160% au cours des 10 premiers mois de 2022, avec près de 200 000 tonnes. Après le gaz et le pétrole, l'Algérie entre dans le marché des engrais en tant que fournisseur majeur et devient un acteur important dans la réalisation de la sécurité énergétique et agricole de l'Europe. On reste dans le secteur de l'énergie avec l'ouverture ce lundi de la 41e édition de la conférence sur l'énergie à Houston aux États-Unis. Le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkabi, prend part accompagné d'une importante délégation. Arkab qui aura une série de rencontres avec ses homologues et des responsables de grandes compagnies énergétiques internationales. Il participe également à plusieurs panels qui portent notamment sur l'énergie en Afrique, mais aussi la transition énergétique. Économie, cette fois-ci économie libyenne. La société libyenne qui gère tous les ports maritimes a fait une annonce concernant les importations de la Libye. Les derniers chiffres font état d'une réduction des importations de 14% durant l'année 2022. À noter que le pays importe 85% de ses besoins de l'étranger. La Libye, justement, a retrouvé sa position naturelle sur la carte mondiale ainsi qu'au sein des forums régionaux africains et maghrébins. Ce sont là les propos du chef du gouvernement libyen d'union nationale, Abdelhamid Dbeïba, s'exprimer dans un discours à l'occasion du forum scientifique organisé ce lundi par le Conseil économique de l'Union africaine dans la capitale libyenne Tripoli. Dbeïba qui a également souligné que le forum scientifique était l'événement africain le plus important auquel la Libye ait participé depuis plus de 10 ans, louant ainsi la position de l'Afrique en faveur de la stabilité et de la réconciliation dans le pays. Regardez. La présidence de la Libye des travaux de ce Conseil affirme la profondeur africaine dans notre pays. Les Libyens n'ont jamais abandonné cette profondeur. Leur position reste inchangée. Des positions qui soutiennent la stabilité et la promotion. Cette position africaine soutient également la réconciliation nationale à l'intérieur et à l'extérieur de la Libye. Cela va permettre à la Libye de reprendre sa forme et de reprendre sa position dans la carte des activités et des rencontres régionales africaines et maghrébines. Nous le disions en titre, au moins 12 civils ont été tués lors d'une attaque terroriste dans le nord du Burkina Faso. Au lendemain de cette attaque, un couvre-feu a été instauré dans toute la région nord du pays. La région est régulièrement visée par les terroristes. Il est donc interdit la circulation des véhicules et des personnes entre 22h et 5h du matin, et ce jusqu'au 31 mars.
Situation sécuritaire également au Niger. Des hommes lourdement armés ont attaqué et incendié un poste frontière entre le Niger et le Burkina Faso, blessant un civil selon la police nigérienne. Ce poste de police avait déjà été visé en décembre 2021. Et en Mauritanie, cette fois-ci, 4 terroristes se sont échappés hier soir d'une prison de la capitale Nouakchott, une évasion qui a coûté également la vie à 2 membres des forces de l'ordre. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le ministère mauritanien de l'Intérieur. L'identité des fugitifs n'a pour l'heure pas été divulguée. On reste en Afrique pour évoquer l'entrée en vigueur dès demain d'un nouveau cessez-le-feu en RDC. Il concerne l'ensemble des zones de combat entre les forces de l'armée de la RDC et les rebelles du M23. Il devrait permettre l'ouverture de couloirs humanitaires afin d'apporter assistance aux centaines de milliers de réfugiés ayant fui les combats sur Adben Partouche. Le M23 s'engage à cesser les hostilités dans toute la région orientale de la République démocratique du Congo, et ce à partir du 7 mars à midi, annonce la présidence angolaise. Luanda est à l'origine d'une médiation avec le mouvement rebelle, conformément à la décision prise par le mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, tenu à Addis Abeba le 17 février dernier. Les contacts entrepris par l'Angola avec le M23 ont débuté le 28 février, puis l'annonce d'un cessez-le-feu intervient ces dernières 48 heures. Depuis la mi-janvier, de violents combats opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu. Au cours de ces dernières semaines, des dizaines de milliers de personnes ont été prises dans l'étau des violences armées et obligées de se déplacer. Et face à cette situation, les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme. Au cœur de plusieurs sommets des pays de l'Afrique de l'Est ces derniers mois, la situation dans l'Est de la RDC demeure préoccupante. Selon la communauté de l'Afrique de l'Est, il s'agit d'une question régionale qui ne peut être réglée durablement que par un processus politique. Les dirigeants de l'organisation ont à maintes fois souligné la nécessité de renforcer le dialogue entre toutes les parties. Ils ont aussi demandé un retrait des groupes armés étrangers et un déploiement rapide de toutes les troupes censées composer une force régionale. D'ailleurs, pas plus tard que ce dimanche, une trentaine de militaires burundais ont atterri à Goma dans le cadre du déploiement de cette force visant à mettre fin aux violences. Ces militaires sont déployés dans le cadre d'une force régionale mise en place par les pays de la communauté d'Afrique de l'Est pour tenter d'endiguer l'avancée de la rébellion du M23 et d'émettre la centaine de groupes armés qui sévissent dans la partie orientale du pays. Les troupes burundaises s'ajoutent à un contingent de l'armée kenyane d'environ 1 millier d'hommes déployés dans et autour de Goma depuis novembre 2022. Des troupes sud-soudanaises et ougandaises sont encore attendues sur le sol congolais pour compléter le dispositif militaire décidé par la communauté de l'Afrique de l'Est. Au Proche-Orient, plusieurs Palestiniens ont été blessés et arrêtés ce lundi lors d'incursions des forces de l'occupation sioniste dans diverses régions de la Cisjordanie occupée. Parmi eux, il y a 4 jeunes Palestiniens qui ont donc été touchés par des balles réelles lorsque les forces de l'occupation ont fait irruption dans le camp de réfugiés de Aqabat Jabr en Cisjordanie occupée. Dans le conflit russo-ukrainien, la lutte pour Bakhmout s'intensifie. La Russie affirme avoir renforcé son emprise sur cette zone de l'Est de l'Ukraine en pilonnant les principales voies d'accès de la ville. Des combats intenses décrits comme un enfer par un officier ukrainien. Pendant ce temps, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, s'est rendu dans la ville de Marioupol, dans la région du Donbass, pour y mener des inspections sur les sites d'infrastructures déjà construits ainsi que sur de nouveaux chantiers à Marioupol. Cette visite est effectuée dans le cadre d'une inspection des travaux de reconstruction dans la zone de l'opération militaire spéciale. Un mois après le séisme dévastateur qui a frappé la Turquie et la Syrie, les 2 pays pleurent toujours leurs morts. Plus de 52 000 victimes selon le bilan officiel. En plus de nombreuses pertes humaines, les 2 tremblements de terre ont dévasté une zone de plus de 20 000 km et fait des centaines de milliers de sinistrés. Un mois après, retour sur les conséquences de cette catastrophe avec Nailaït Hamouda.
Plus de 52 000 morts, 200 000 bâtiments détruits, d'autres si endommagés qu'ils doivent être rasés. L'ampleur des dégâts est telle que Turcs et Syriennes ne se remettent toujours pas de cette catastrophe naturelle qui a ébranlé leurs deux pays. Un mois après le pire tremblement de terre qui a dévasté les deux côtés de la frontière, le cauchemar continue pour les milliers de familles touchées. D'après les autorités turques, pas moins de 14 millions de personnes ont été affectées par le séisme, soit 1/6 de la population. Parmi elles, 3,3 millions de sinistrés se sont réfugiés hors des provinces dévastées par le tremblement de terre. Les villes les plus touchées se sont transformées en villes fantômes. Entre les ruines, il reste 2 millions d'habitants. Ces derniers ne veulent ou ne peuvent pas partir. Ils survivent sous des tentes ou dans des conteneurs dans des conditions précaires. Face à ce désastre, un immense mouvement de solidarité est né. Des collectes d'argent et des vivres ont été définies pour pallier aux carences. Les répercussions économiques de cette catastrophe jouent à toutes les échelles, à court et à long terme pour les deux pays. L'arrêt total des services a perturbé le secteur névralgique des deux gouvernements. La secousse dévastatrice et ses répliques ont provoqué des dégâts d'une valeur dépassant les 34 milliards de dollars, soit 4% du PIB turc, a estimé le 27 février la Banque mondiale. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis de bâtir d'ici un an plus de 450 000 logements en normes antisismiques et a annoncé le versement de 100 000 livres turcs aux proches de personnes décédées. Un mois après le pire séisme qu'a connu la Turquie, les familles peinent à faire leur deuil. Entre pertes humaines et dégâts matériels, un immense travail psychologique attend les populations pour parvenir à panser les plaies. Dans l'actualité également, le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique se réunit à Vienne au moment où l'Iran annonce la mise en service de caméras de surveillance sur plusieurs sites nucléaires et l'augmentation de la fréquence des inspections. Pour ce premier jour de réunion autour du nucléaire iranien, il n'y aura pas de résolution. C'est ce qu'a annoncé l'agence France Presse selon 3 diplomates occidentaux. Raphaël Grossi, directeur général de l'instance onusienne, s'est rendu vendredi et samedi à Téhéran. Il a notamment rencontré le président Ebrahim Raïssi sur fond d'inquiétude grandissante autour des avancées du programme atomique iranien. En conférence de presse, il a annoncé que l'AIEA et l'Iran sont sur une bonne voie, mais que l'agence gardera toujours un œil sur ce qui se passe du côté de Téhéran. Moi, je dirais, je ne suis pas ni optimiste ni pessimiste. Je crois qu'on est dans une voie constructive. Et comme on dit toujours, on a confiance, mais on vérifie tout ici à l'agence. Donc, c'est un peu l'esprit avec lequel je suis revenu des terrains. Et un mot de sport avant de clore cette édition. On va parler tennis. Le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, empêché d'entrer aux États-Unis pour participer au Masters 1000 d'Indian Wells. La raison, Djoko n'est tout simplement pas vacciné contre le Covid-19, une position qu'il a déjà privée de tournois auparavant. Salah Faisal. Le numéro 1 mondial Novak Djokovic n'est pas autorisé à entrer au territoire américain. Washington n'a pas accepté la demande du Serbe. Nol avait demandé une dérogation spéciale aux autorités locales ces dernières semaines afin de participer au tournoi d'Indian Wells qui se déroule dans le désert californien. Vendredi dernier, les sénateurs de Floride, Rick Scott et Marco Rubio, ont écrit une lettre au président américain Joe Biden, l'exhortant à accorder la demande de dérogation. Les États-Unis interdisent actuellement aux étrangers non vaccinés d'entrer au pays. Une politique qui devrait être levée lorsque le gouvernement mettra fin à ses déclarations d'urgence Covid-19 le 11 mai. D'ici là, Djokovic ne bénéficiera donc d'aucun traitement de faveur de la part de Washington. Le tennisman s'est officiellement retiré du tirage au sort d'Indian Wells. Les organisateurs ont publié un communiqué dimanche soir. Le célèbre athlète sera remplacé par Nicolas Basilashvili. Le tournoi débutera ce mercredi. Le champion du Grand Chelem à 22 reprises est l'un des athlètes les plus célèbres qui refuse catégoriquement de se faire vacciner contre le Covid-19. Une philosophie liée au même titre d'Indian Wells. Novak Djokovic doit attendre encore. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.